I'm Stella Stevens. I'm sitting on the set of the new Jerry Lewis production, The Nutty Professor. It stars Del Moore and Kathleen Freeman and Les Brown and his great band. Ow! Oh, he's in it too. Dans une université californienne, le professeur de chimie Julius Kelp est un génie dans la préparation de potions dangereuses, mais un faible maladroit dans tout le reste. Après avoir été intimidé par l'un de ses propres étudiants, Kelp se demande s'il peut secrètement formuler une concoction chimique qui lui donnera force et assurance. Résultat, le Kelp à lunettes et à dents de cheval se transforme temporairement en un séduisant homme à femme, un crooner qui joue du piano et un mâle alpha polyvalent qui se rebaptise Buddy Love. Mais bien qu'extrêmement populaire, cette nouvelle personnalité est également grossière, égocentrique et manipulatrice. Buddy entame une cour insistante avec une jolie étudiante, Stella, dans la classe de Kelp, qui est à la fois attirée et repoussée par ce scélérat charismatique et bien habillé. Malheureusement, la formule de la potion est instable et Buddy continue de retomber dans Julius aux moments les plus embarrassants. Jamais je n'ai lu dans un roman une déclaration d'amour mieux tournée. Et cependant, j'ai pas encore tout dit. Tout bien considéré, je n'ai pas encore. Mais c'est-à-dire... je voulais exprimer... Jerry Lewis, de son vrai nom Joseph Levitch, est né le 16 mars 1926 dans le New Jersey, d'un père acteur qui jouait sous le nom de Danny Lewis et d'une mère pianiste. Jerry est donc tombé très tôt dans la marmite de la comédie, puisqu'il a commencé à jouer avec ses parents dès l'âge de 5 ans. C'est après avoir abandonné ses études pour se lancer dans une carrière d'artiste qu'il décide d'utiliser le nom de scène Jerry Lewis. Alors qu'il se produisait dans des boîtes de nuit en 1945, il rencontre le chanteur Dean Martin, et de cette rencontre est né, un an plus tard, le très populaire duo Martin-Lewis. Remarqués par un producteur de la Paramount, ils feront leur début sur grand écran en 1949 avec Ma bonne amie Irma de George Marshall. Le public est au rendez-vous, comme pour les 16 autres films qu'ils feront ensemble, jusqu'à ce que leur relation commence à se tendre. Les deux hommes mettront fin à leur partenariat pour se lancer dans une carrière solo, juste après la sortie d'un vrai cinglé de cinéma, réalisé en 1956 par Frank Tashlin. Le délinquant involontaire, sorti en 1957, premier film de Jerry Lewis sans Dean Martin, a été un grand succès et lui a donné la confiance nécessaire pour passer à autre chose en tant qu'artiste solo. Avant de faire ses premiers pas derrière la caméra, il tournera dans une poignée de comédies dont 3 bébés sur les bras et Le Kid en kimono. En 1960, il écrit, produit, réalise et joue dans Le Dingue du Palace, film quasi muet ponctué de gags visuels comme celui-ci. C'est aussi le premier long-métrage à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le retour vidéo, qui permet de revoir immédiatement la scène que l'on vient de tourner. C'est le studio qui paiera ce très coûteux système qui était encore à l'état de prototype à ce moment-là. La même année, Jerry Lewis apparaît seulement comme acteur dans Cendrillon au grand pied, une version inversée du célèbre conte de fées, avant de repasser derrière la caméra pour un des premiers grands classiques de sa filmographie, Le Tombeur de ces dames,
et pour lequel Lewis fera construire une véritable maison de poupée de 2 étages qui nous fera découvrir avec ce magnifique plan filmé à la grue. Avec toujours cette triple casquette réalisateur, acteur, scénariste, il enchaîne avec le zinzin d'Hollywood, puis redevient simple acteur dans un autre film réalisé en 1962 par Frank Tashlin, L'increvable Jerry. Lewis fera encore 2 films avec Tashlin, Un chef de rayon explosif et Jerry chez Sinoc. Au total, les 2 hommes tourneront 8 fois ensemble. Jerry Lewis ne lâche pas pour autant la réalisation et tourne en 1963 ce qui, à juste titre, est considéré comme son meilleur film, Dr. Jerry et Mr. Love. La période la plus prolifique et la plus passionnante de la carrière de Jerry Lewis s'achèvera avec Jerry souffre-douleur en 1964 et Les Tontons farceurs en 1965, là encore en étant devant et derrière la caméra. À la fin des années 60, il enchaîne sur une série de films où le manque d'inspiration commence à se faire sentir. Boing Boing, où il a pour partenaire Tony Curtis, Tiens bon la rampe Jerry et Cramponne-toi Jerry, dans lequel il est juste acteur, puis 3 sur un sofa, Jerry la grande gueule et Yaya mon général qu'il réalise. Son plus gros échec, il le connaîtra en 1972 avec The Day the Clown Cried, œuvre maudite jamais sortie au cinéma pour différentes raisons, la principale étant qu'il fut financé par un producteur pas très honnête. Seules quelques personnes ont pu voir un prémontage du film, qui pourrait être enfin visible cette année ou en 2025. Roberto Benigni fera en quelque sorte sa propre version du film de Jerry Lewis, avec La vie est belle. Après cet échec, il ne tournera plus pendant 9 ans et c'est en 1981 qu'il fait son retour devant et derrière la caméra avec Au boulot Jerry. Contre toute attente, le film sera un énorme succès aux États-Unis, mais exploité dans une version raccourcie de 20 minutes. En 1983, il est à l'affiche du très bon La valse des pantins, réalisé par Martin Scorsese, un premier rôle dramatique salué par la critique, mais le film sera un cruel échec au box-office. Retour à la comédie pure la même année avec Te Fu Jerry, son dernier film en tant que réalisateur. Toutefois, il ne connaîtra pas le même succès que sa précédente réalisation et sortira seulement dans quelques salles aux États-Unis. Après 2 nanars français embarrassants qu'il fera pour payer ses impôts, Retenez-moi où je fais un malheur de Michel Gérard et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir de l'inénarrable Philippe Clair, Jerry Lewis tournera sous la direction d'Emir Kusturica dans Arizona Dream en 1993 et de Peter Gelsom dans Funny Bones en 1995. Sa dernière apparition au cinéma sera dans le film Le Casse en 2016, où il joue le père de Nicolas Cage. Alors je ne peux pas terminer ce portrait sans évoquer l'inoubliable voix française de Jerry Lewis, qui n'était autre que l'immense Jacques Dinam, un habitué des seconds rôles, à la filmographie impressionnante que ce soit en tant qu'acteur ou doubleur. Dinam était le célèbre inspecteur Bertrand des Fantomas, aux côtés de Louis de Funès, et il sera le doubleur attitré de Lewis jusqu'à la fin des années 60. Contrairement à la France, Jerry Lewis n'a jamais été considéré comme un réalisateur important dans son propre pays, mais perçu comme un simple comique, ce qui est, il faut l'avouer, particulièrement injuste. Il est décédé le 20 août 2017 à l'âge de 91 ans. Née dans le Mississippi le 1er octobre 1938, Stella Stevens a d'abord été mannequin avant de faire ses débuts au cinéma dans des rôles mineurs, comme L'habit ne fait pas le moine. Grâce à un contrat qu'elle signe avec le studio de la Paramount, elle obtient un rôle important aux côtés d'Elvis Presley dans Des filles, encore des filles, réalisé en 1962 par Norman Taurog, puis est choisie par Jerry Lewis pour être l'élève dont il est épris dans Dr. Jerry. Toutefois, le succès du film ne fera pas vraiment décoller sa carrière cinématographique. Elle tournera en effet dans beaucoup de films, mais peu sont remarqués.
Notons tout de même Matt Helm, agent très spécial en 1966, où elle donne la réplique à l'ex-complice de Jerry Lewis, Dean Martin. Un nommé Cable Hogg de Sam Peckinpah. Elle sera également la femme d'Ernest Borgnine dans L'aventure du Poséidon de Roland Nim. À partir des années 70 et jusqu'à la fin des années 90, elle fera de nombreuses apparitions à la télévision et tournera dans quelques séries B telles que Le Faiseur d'épouvante avec Tony Curtis ou The Granny en 1995. Son fils, Andrew Stevens, n'est pas un inconnu puisqu'il était le fils télépathe de Kirk Douglas dans Fury, réalisé par Brian De Palma. Stella Stevens est décédée en 2023 à l'âge de 84 ans. Je vous trouve grossier, égocentrique et mégalomane. Oui, vous êtes folle de moi, bien sûr, et c'est assez naturel. Tenez, encore ce matin, en jetant un coup d'œil au miroir pour me masser le visage, j'ai été saisi d'une telle admiration devant cette image que j'ai eu de la peine à m'en arracher. Vous en voulez, ma poupée? S'il fallait que je sois votre poupée, je me jetterais au fond d'un puits tout de suite. Ah, Stella, c'est pas gentil, ça. Qui vous a dit mon nom? Ah, celui qui nous a présenté. Non. Si vraiment on nous avait présenté l'un à l'autre, je n'aurais sûrement pas oublié votre nom. Née le 17 février 1923 à Chicago, Kathleen Freeman était une actrice joyeuse et potelée, qu'on voyait souvent dans des rôles de servante récalcitrante, de nonne démente ou de femme de ménage bavarde. Après avoir travaillé sur scène, Freeman a commencé à jouer de petits rôles dans des longs métrages, mais c'est surtout comme faire-valoir de Jerry Lewis qu'elle a connu la popularité puisque la comédienne aura joué dans une dizaine de ses films jusqu'à la fin des années 60. La suite de sa carrière se fera essentiellement à la télévision, avec tout de même quelques apparitions au cinéma dans Les Blues Brothers de John Landis, dans L'aventure intérieure et Gremlins 2 de Joe Dante, ou encore Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, dernier épisode de la trilogie initiée par les frères Zucker. A noter également une des premières apparitions de Richard Keel, le célèbre requin du film L'espion qui m'aimait et de Moonraker, ainsi que la participation de Del Moore, qui a commencé sa carrière comme animateur radio avant d'être acteur, et jouera dans une dizaine de films, dont plusieurs avec Jerry Lewis, avec qui il était ami dans la vie. Lehman! Mademoiselle Lehman! Oh, messieurs! Oh! Docteur Warfield! Mademoiselle, que le professeur Kelp vienne me voir sur le champ. Mais docteur Warfield, il me semble que le professeur Kelp est dans sa classe actuellement. Dans ce qui était sa classe. Est-ce que vous êtes sourde? Allez me le chercher. En 1959, l'acteur, via sa société Jerry Lewis Productions, signe avec la Paramount un juteux contrat de 10 millions de dollars, plus 60% des bénéfices, pour 14 films sur 7 ans, avec un contrôle créatif illimité, y compris le montage final, chose extrêmement rare à Hollywood. Dr. Jerry et Mr. Love est donc le 6e film de ce deal, et le 4e qu'il réalise. C'est enfant que Jerry Lewis découvre pour la première fois au cinéma Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Spencer Tracy, fasciné par ce personnage créé par le romancier Robert Louis Stevenson et le jeu de ping-pong entre le bien et le mal, il décide d'en faire une libre adaptation comme il l'avait fait auparavant avec Cendrillon. Pour le personnage du scientifique un peu simplet, Lewis s'est inspiré d'un homme rencontré dans un train et qui lui parlait avec un phrasé si particulier qu'il n'arrivait pas à faire sortir cette voix de sa tête. Alors j'ai privilégié le doublage français pour les extraits, mais voici à quoi cette voix ressemblait dans la version originale. To get off your first class. Mr. Warshevsky, had you learned anything in your first class, and I am in reference to the elementary class, you might not be in such dire need of learning now. Quant à Buddy Love, Lewis a démenti qu'il s'agissait de son ancien complice Dean Martin et que ce personnage odieux était un mix des pires sales types qu'il avait croisés dans sa vie. Le scénario de Dr. Jerry a été écrit par Jerry Lewis avec son fidèle complice Bill Richmond. 9 versions différentes ont vu le jour, mais aucune n'était satisfaisante pour les deux hommes, qui sont finalement revenus à la première en y apportant juste quelques modifications. Après avoir lu la version finale, les cadres de la Paramount se sont un peu inquiétés et craignaient que le film fasse peur aux enfants, leur public cible, mais Lewis les rassura à sa manière, en leur expliquant que Blanche-Neige aussi aurait pu leur faire peur. Le tournage a débuté en octobre 62 en Arizona, principalement dans une université qui a été réquisitionnée pour l'occasion, et dans les studios de la Paramount. I should stay away, but what can I? I hear your name, and I'm a flame of such
a burning desire that only your kiss. Voilà, pas plus d'informations à vous offrir sur la production du film qui s'est déroulée sans problème particulier. C'est tenté d'essayer de jouer à ça, moi aussi. Je crois que vous n'auriez pas la patience voulue. J'en ai moins besoin puisque je n'ai qu'un tout petit peu de muscle. Et comme on dit, ceci compensera cela. Tenez, et amusez-vous bien. Walter Scharf était un éminent compositeur et chef d'orchestre qui a travaillé sur plus de 200 films et programmes pour la télévision. Né à New York le 1er août 1910, il débute sa carrière au début des années 30 comme arrangeur à Broadway et obtient sa première nomination à l'Oscar en 1942 pour le mélodrame Mertzi Island. Walter Scharf sera nominé 10 autres fois pour, entre autres, les arrangements de Funny Girls en 68, de Charlie et la chocolaterie 3 ans plus tard, puis pour la chanson du film Ben, la suite de Willard, chanson interprétée par un tout jeune Michael Jackson. Mais Scharf a surtout composé ou arrangé la plupart des films de ou avec Jerry Lewis entre 1954 et 1963, qui sera l'année de Dr. Jerry et Mr. Love, et aussi leur dernière collaboration. À ma connaissance, il n'existe aucune édition CD de la partition. Cela dit, il n'y a pas énormément de musique originale dans le film. On retiendra tout de même l'excellent travail de Scharf sur la séquence de transformation avec ses cordes tendues et ses cuivres menaçants soutenus par quelques percussions. Un passage vraiment intéressant car la durée de cette scène permet au compositeur de construire une véritable dramaturgie musicale et de faire monter la tension en accélérant le rythme dans les dernières mesures. L'affiche française est assez proche visuellement de l'américaine, qui elle ajoute une image montrant une ombre menaçante poursuivant l'actrice. La française joue donc clairement la carte de la comédie pure. L'affiche allemande ainsi que la danoise reprennent le même concept que la française avec des petites nuances. En dehors de quelques différences de couleurs, l'oiseau dans sa cage est absent de l'affiche française, mais bien présent dans le film. Et enfin, c'est un détail mais un détail amusant, la tête de Stella Stevens qu'on voit dans la fiole n'a pas la même expression sur les 3 affiches. L'italienne montre un Jerry Lewis pas vraiment à son avantage, alors ce n'est pas tout à fait le Dr. Jerry mais pas trop non plus le Mr. Love. La seconde affiche italienne que j'ai trouvée va dans le même sens et les formes de la comédienne sont mises en avant, comme souvent sur leurs affiches. Je termine avec l'affiche espagnole qui utilise une photo promotionnelle du film. Au final, j'aime bien l'affiche française et l'américaine. Le film est sorti aux États-Unis le 2 juin 1963. Alors je n'ai pas trouvé d'informations sur le budget de production, mais on peut l'estimer à environ $1 million. Le film en rapportera 7 sur son territoire et 19 millions au total en comptant les recettes à l'international. Un vrai succès surprise donc. En France, le film sort le 23 octobre 1963 et fonctionnera très bien également, puisqu'il rassemblera près de 2 millions de spectateurs. Dans ce chef-d'œuvre surréaliste et décalé, Jerry Lewis joue à nouveau le bonnet de service, cette fois un professeur de chimie qui courtise la fille de ses rêves en inventant une potion magique qui le transforme en une créature séduisante physiquement, mais moche à l'intérieur. À partir du détournement du célèbre roman de Stevenson, Jerry Lewis construit une intrigue simple mais efficace qui explore des thèmes universels tels que l'amour, la confiance et l'acceptation de soi. Dr. Jerry et Mr. Love est clairement divisé en 2 parties. La première introduit le personnage du professeur cinglé, avec une succession de gags visuels absurdes, directement hérités du cinéma muet. Et la seconde nous fait découvrir le fameux Buddy Love, et le film adopte à ce moment-là un ton un peu plus sérieux. C'est dans le surprenant épilogue que Lewis fait passer son message, une fois que la ruse du professeur Kelp est découverte.
Honteux d'avoir trompé les gens, le personnage s'adresse directement au public devant lui, mais aussi aux spectateurs. Il faut s'accepter tel que l'on est. Songez au temps que l'on a à passer avec soi-même. Et si l'on est antipathique à soi-même, quelle sympathie peut-on attendre des autres? Un moment vraiment touchant dans lequel Lewis déploie tous ses talents de comédien, en passant avec brio du flamboyant Buddy au timide Julius. S'il faut bien sûr souligner la remarquable double performance de l'acteur, il serait injuste de ne pas évoquer son travail sur la mise en scène. On parle rarement de l'importance du réalisateur dans une comédie, un genre bien trop souvent perçu comme mineur par la critique, et pourtant celle de Jerry Lewis est loin d'être anecdotique. Dans la scène qui suit, la transformation, Jerry Lewis joue habilement sur l'attente des spectateurs en faisant le choix de ne pas montrer tout de suite l'apparence de Buddy Love. Il laisse planer le doute avec ce plan séquence filmé en caméra subjective où l'on voit les gens se retourner vers Buddy avec des regards non pas admiratifs mais presque inquiétants. Toute cette scène est une subtile et brillante manipulation du spectateur puisque celui-ci s'attend à voir le visage monstrueux que Lewis lui a montré quelques secondes auparavant. J'aime aussi beaucoup ce genre de transition sonore entre deux plans. Souhaitons qu'il en reste assez pour tenir toute la soirée. Un effet toujours surprenant qui sera plus ou moins repris par d'autres réalisateurs. Doté d'un magnifique Technicolor, cette relecture du mythe du Dr Jekyll et Mr Hyde peut paraître un peu datée et kitsch aujourd'hui, mais il suffit de le regarder avec des yeux d'enfant. Même si tout le monde n'est pas forcément sensible à l'humour de Jerry Lewis, pour ma part je le suis, Dr Jerry et Mr Love est un film drôle, touchant et intelligent qui mérite d'être vu et que je recommande à tous. Atom bombs, Cape Canaveral and false alarms. Half the universe is up in arms. Une édition DVD existe depuis un certain nombre d'années, qu'on peut trouver encore facilement aujourd'hui. En revanche, aucun éditeur français n'a franchi le pas du Blu-ray, et c'est la même chose pour tous les autres films réalisés par Jerry Lewis. Étonnant pour un pays qui a toujours aimé et soutenu la star américaine. Et pour continuer dans l'absurdité, une magnifique édition 4K a vu le jour l'an dernier, mais rien d'autre. En gros, allez vous faire cuire un œuf si vous n'êtes pas équipé, c'est réservé qu'à une élite. Bref, si vous voulez vraiment une bonne édition Blu-ray, il faudra vous tourner vers le pays de l'oncle Sam, qui a sorti le film dans ce format en 2014 et qui contient une piste française. Cette rétrospective est terminée. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un bon petit film oublié au suspense efficace. À bientôt, bye bye.